Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Les titres. À travers une décision à date du lundi 28 avril 2025, la HAC nomme John Akintola directeur régional Atlantique pour l'institution de l'État et dans cette édition. Le Conseil économique et social a démarré ce mardi sa troisième session extraordinaire au titre de l'année 2025. Retour dans cette édition sur les propos du président Conrad Gbagidi. Le gouvernement renforce les mesures de prévention contre la rage canine suite au décès d'un enfant à Didja. Nous y reviendrons. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, le promoteur du journal L'Indépendant est désormais directeur régional Atlantique de la HAC, ce à travers une décision en date de ce 28 avril 2025, signée du président Édouard Loko. En tant que directeur régional, il aura pour mission de veiller au bon fonctionnement des médias et à la protection des droits des citoyens relativement à l'information tout en tenant compte des enjeux locaux et internationaux. Les travaux de la troisième session extraordinaire au titre de l'année 2025 du Conseil économique et social se sont ouverts ce mardi 29 avril. Pendant 10 jours, les conseillers vont étudier plus d'une dizaine de dossiers. À l'ouverture des travaux, voici les propos tenus par le président du CES, Conrad Gbagidi, au micro de Nasserine Fatoumbi, Francis Fahmi. C'est pour moi un privilège de m'adresser à vous ce matin. Vous souhaitez la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de la troisième session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025. Votre présence dans cette salle de plénière témoigne de l'intérêt que vous portez aux enjeux sociaux et économiques de notre pays. Je voudrais vous réitérer ma gratitude à vous tous qui vous engagez quotidiennement pour concrétiser notre ambition commune, celle de faire du Conseil économique et social une institution reconnue, une institution impactante, une institution d'action qui fait la fierté des Béninoises et des Béninois. Mesdames et messieurs, distingués collègues, après la précédente session consacrée pour l'essentiel à l'adoption du règlement intérieur et du règlement financier du Conseil économique et social, nous sommes à nouveau réunis dans le cadre de la poursuite de l'œuvre que nous avions si bien entamée, avec cet espoir qu'à l'heure du bilan, nous aurons le sentiment d'avoir satisfait l'obligation de résultat. Ainsi, au cours de cette session qui s'ouvre ce jour, mardi 29 avril 2025, près d'une dizaine de dossiers seront examinés. Il s'agit notamment de l'adoption du rapport de la tournée de lancement d'activité des conseils économiques départementaux. Nous nous pencherons également sur les préparatifs d'un atelier de team building pour un CES plus visible, plus impactant et plus performant, et nous mettrons en place les commissions permanentes de notre institution.
Ces sujets relèvent, une fois encore, du rôle très crucial de notre institution républicaine, car il s'agira de relever les défis auxquels nos concitoyens sont quotidiennement confrontés. Chers collègues, honorables conseillers, vous constatez avec moi que pour une dizaine de jours prévus pour les travaux, notre agenda est bien chargé. Mais avec la dynamique imprimée à notre institution depuis le début de notre mandature et la discipline que nous nous sommes imposée, j'ai la ferme conviction que nous saurons, tous ensemble, relever le défi, car, le dit l'adage, là où il y a une volonté, se trouve un chemin. Et il vaut mieux marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire. Je reste persuadé qu'au terme de cette session sortiront des résolutions pratiques et opérationnelles qui nous permettront de mieux adresser les défis qui se poseront au Bénin en général et au Conseil économique et social en particulier. Je vous invite à écrire, ou plutôt à réécrire résolument l'histoire du CES béninois, car, comme le dit un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de la 3e session extraordinaire du Conseil économique et social pour le compte de l'année 2025. Hier mardi, le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, a reçu en audience le président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel, Maître Luciano Ronpono. C'était une visite de courtoisie, de prise de contact et d'échange avec le président de l'institution. Au terme des échanges, un point a été fait au micro de Nassérine Fatoumbi Kanté Amoussou. L'objectif donc de cette audience, deux ordres, je dirais. Premier ordre, c'est de féliciter le président qui a été nouvellement élu. Donc une visite de courtoisie dans le cadre des institutions. Et le second ordre, et pas des moindres, c'est plutôt envisager des pistes de collaboration et de coopération entre nos différentes institutions dans la mesure où les institutions doivent fonctionner ensemble pour la même République. Nous avons concrètement arrêté quelques sujets que nous allons commencer à déployer très très prochainement. Par exemple, la question de la formation donc, des agents et des conseillers du Conseil économique et social, dans la mesure où le Conseil économique et social, pour nous, est une organisation fêtière donc de grandes entreprises. Ce sont des points focaux qui seront très utiles pour nous pour relayer la question de la protection des données personnelles au-delà donc de Cotonou, mais plutôt dans tous les départements du Bénin. Puisqu'avec la nouvelle réforme, le CES est présent évidemment dans tous les départements. Donc pour nous, très important de pouvoir travailler avec le Conseil économique et social sur ces sujets. Mais encore plus précisément, il s'agit donc de nous aider à sensibiliser les populations, les entreprises qui gravitent autour donc, du CES, à faire leur conformité au régime de protection des données personnelles, ce qui est une obligation pour toute entreprise ou toute organisation, toute structure qui collecte, stocke des données à caractère personnel. On a également envisagé une formation que nous avons déjà prévue, nous, au niveau de la PDP dans la région septentrionale du Bénin au mois de juin. Avec le président, nous avons vu la possibilité de pouvoir associer le Conseil économique et social à cette formation qui se passera à Parakou, mais pour toute la région septentrionale. Formation au cours de laquelle les agents et les collaborateurs, les conseillers du Conseil économique et social seront avisés, seront formés sur les questions de données à caractère personnel et pourront évidemment être le relais de la PDP au niveau des différentes structures, au niveau des régions, au niveau des endroits dans lesquels ces agents travaillent. Donc je pense que le président a été très favorable à ces idées, à cette collaboration. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a une volonté forte
de la part du Conseil économique et social à accompagner l'autorité de protection des données à caractère personnel sur ces sujets, puisque c'est des sujets qui demeurent encore pour la plupart de nos concitoyens des sujets abstraits, toujours un peu difficiles à expliquer. Et ce sera pour nous un relais important pour pouvoir sensibiliser et permettre à nos populations de comprendre l'importance de protéger les données personnelles. Dans un communiqué conjoint en date du 28 avril 2025, le ministre de la Santé et son homologue de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont alerté la population sur une recrudescence des cas de rage canine observés dans plusieurs communes du Bénin. Cette maladie a déjà coûté la vie à un jeune garçon de 8 ans dans l'arrondissement d'Ongbega, dans la commune de Djidja. Pour contrer la propagation de la rage, le gouvernement a rappelé les efforts engagés depuis 2021, notamment les campagnes de vaccination à tarif réduit, les opérations de sensibilisation à l'endroit des propriétaires d'animaux domestiques. Ces actions ont été renforcées par un meilleur accès aux soins vétérinaires de proximité. En parallèle, les hôpitaux et centres de santé du pays ont été équipés pour garantir une prise en charge efficace des personnes exposées. Malgré ces efforts, le laxisme de certains propriétaires et la présence de chiens errants continuent d'alimenter la chaîne de transmission. Et les autorités annoncent donc une mesure radicale, Tout animal laissé en divagation sera désormais abattu par les services compétents. Il faut noter que la rage est une maladie virale grave qui se transmet à l'homme principalement par morsure, griffure ou léchage d'animaux infectés, notamment les chiens, les chats et les singes. Autre élément dans cette édition, le gouvernement béninois a annoncé au février le vouloir élaborer des plans directeurs d'urbanisme pour 21 communes. Le document devrait permettre à l'État de mieux planifier le développement et l'aménagement des communes sélectionnées. 3 villes ont déjà été dotées de ces plans d'urbanisme. Interrogé à ce sujet, Clément Coton, expert en questions environnementales, apporte des précisions sur la préservation de l'environnement au micro de Carles Kitome et Francis Fahami. Le Bénin continue d'être, disons, un pays vert, si vous voulez qu'on le dise en termes banals. Mais le qui est le gros problème et que nous essayons de résoudre, c'est de tout faire que les populations riveraines de ces forêts-là, qui ne vivent que de ces forêts-là, nous trouvons d'autres activités qui peuvent leur permettre d'avoir des revenus ou bien de se servir de cette forêt d'une manière rationnelle. Parce que de plus en plus, si vous déplacez ces populations riveraines-là, qui ne vivent que de ça, nous avons un gros problème. Donc si nous devons continuer d'être le poumon vert, comme on fait l'effort de se maintenir aujourd'hui, nous devons nécessairement nous occuper de ces populations rurales. Il y a beaucoup de projets qui existent aujourd'hui, qui s'en occupent et qui font beaucoup d'efforts, mais nous devons redoubler d'efforts parce que si ces populations-là n'ont pas d'autres revenus, n'ont rien, vous voulez faire quoi? Si nous nous occupons de ces femmes-là, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans le charbon écologique? Le charbon naturel qu'on utilise, et elle continue d'exister. Je ne vais pas dire que le charbon n'existe plus. Ce charbon continue d'exister. Mais il y a aujourd'hui le charbon écologique, qui sont rien d'autre que les déchets d'un certain nombre de produits qu'on prend pour fabriquer du charbon écologique. Donc, tous ces moyens ou toutes ces stratégies-là vont permettre de continuer de ce tapis vert-là. Mais ce n'est pas une seule solution ou bien un seul geste qui va nous faire maintenir là. Nous allons continuer de planter et entretenir. Ça c'est clair. Nous allons continuer de tout faire
pour que l'utilisation du charbon de bois diminue. Et on peut dire remplacer par le charbon écologique ou d'autres moyens comme le gaz et autres. Nous allons continuer de tout faire pour que les bonnes dames qui vivent tout autour, bien les populations qui sont tout autour de ces, comment on appelle, de ces forêts, aient d'autres moyens de survivre outre que cette forêt-là. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se maintenir si on ne prend pas des décisions stratégiques qui atteignent réellement les populations. Donc, c'est pour vous dire en termes clairs, les populations sont toujours au centre de ce que nous faisons. Et si nous ne nous occupons pas de ce que nous faisons, nous n'aurons pas les résultats que nous attendons. En quittant l'environnement, on parle de circulation, de sécurité routière. Les usagers de la route de la voie Jéricho-Gbedjomede du carrefour des caniveaux vivent un calvaire depuis quelques mois. Pour cause, la dégradation de la voie est une source d'insécurité. Un constat fait par Francis Fahmy. Suivons ensemble. Heure de pointe au carrefour des caniveaux ici à Jéricho. Ralenti pour se frayer un chemin, se suivre à la queue leu-leu, ainsi s'illustre le quotidien des usagers de cette voie. Une situation qui ne date pas d'aujourd'hui et qui comporte des risques. Ça veut dire passer. Mais nous, pour nous, vite un peu, vite j'aille de fille, vite mais via coton, vite pas encore un an, pour j'aille de fille, pour bleu, pour bleu. Allez là, ouais, parti, ouais, zone là, mais si moi big bleu. Si tu as tout le monde attend quelqu'un, il y a beaucoup de gens, quelqu'un tu n'as eu tout. Bon, mais là, t'aille. La padière sur la zone, ouais. Quelqu'un en train de filer la nuit, qui ne sait pas, s'il vient là-bas, s'il vient là, il peut créer d'accidents et puis tomber. Le pavé est resté comme ça fait plus de 4 mois. Alors, il y a les grandes autorités qui se passent par ici. Les citoyens invitent les autorités au réaménagement de cette voie pour une meilleure qualité de la sécurité. On a évité, si c'est déjà, tout le monde, nous avons aidé, pour avoir fier nous, puisque nous avons déjà eu le fini, et faire les bois. Bon, joueur, quelqu'un qui est même, l'être badé au temps, bon, blessé, joueur, mais nous m'ont dit, il n'est pas aidé. Si c'est déjà, Patrice Talon, ni quelqu'un boit pont, aller au compte, là, il y a un wallon, parce que ce point de bouteille, le fini, il y a bien deux influx. Tout le monde est au courant de ce pavé. Ils n'ont qu'à venir nous réparer ça. Ça crée d'accidents, ça crée assez de gros solos. Venir à la radio parler, c'est pas ça la chose. Faire des contrôles, les CQ, les CA, où sont-ils? Les conseillers, où sont-ils? C'est leur travail. Ils n'ont qu'à sortir, venir voir et parler à José Tonato, le ministre. Lui-même n'a qu'à faire son déplacement pour venir voir le carrefour. Sinon, c'est pas du tout bien. Les usagers de cette voie, située en plein centre-ville de Cotonou, espèrent que les autorités entendront leur appel à l'aide et soulageront leur peine. En attendant, ceux-ci continuent de vivre le calvaire. Dans une note rendue publique ce 28 avril, l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels AGLO annonce la clôture des inscriptions dans le cadre du Hadi 2025 et alerte contre les pratiques frauduleuses. Le quota officiel du Bénin pour le Hadi, fixé à 2300 pèlerins, est désormais atteint, fait savoir la note. Par conséquent, il n'est plus possible de soumettre de nouvelles demandes de participation au pèlerinage pour cette année, précise l'agence dans sa note de service. Cependant, face aux tentatives d'arnaque observées ces dernières années, l'agence pour la gestion de la logistique des officiels AGLO lance un appel à la prudence. Par ailleurs, l'institution insiste sur les comportements illégaux. Il s'agit de pratiques frauduleuses contre lesquelles les autorités compétentes restent mobilisées. L'AGLO invite les fidèles musulmans à se préparer dès à présent pour l'édition 2026 dans le respect des procédures officielles. L'annonce réaffirme la volonté des autorités de garantir un Hadji sécurisé, transparent et conforme aux normes réglementaires. On parle de tradition, de coutume dans cette
cette édition, ancienne tradition africaine et élément clé du mariage traditionnel en Afrique, la dot est généralement un lot de présents que le futur époux représenté par ses proches, amis et familles, va offrir à la famille de la future épouse pour demander sa main. Mais que dit l'islam de la dot? Élément de réponse avec l'islamologue Bassirou Lassissi. Il est au micro de Nassirine Fatoumbi, Francis Fahmi. Il faut que nous faisions une différence entre la dot et ce que les parents prennent. Je ne sais pas si c'est les thèmes là qui nous dérangent. Ce que nous, on reconnaît comme fondamentalement pour le mariage ici, après, parce que ce que les parents prennent, ça rentre dans le cadre de l'accord des parents. Et ceci doit être d'abord avant ce que nous allons donner à la femme. C'est la femme qui fixe ce qu'elle veut. Ce n'est pas fixé. Par exemple, maintenant, Sadak que nous payons ici ou chez nous au Bénin, nous l'avons fixé, c'est la communauté qui fixe. D'autres pays ont fixé que ça ne doit pas dépasser ceci. Je pense, selon le montant que nous faisons, c'est 50 000 francs. Ça ne doit pas dépasser 50 000 francs. Ça peut aller moins de 50 000 francs. Ce que le prophète a dit est que le mariage qui est meilleur parmi le mariage, c'est le mariage que sans Sadak, la dot là est plus petite. Mais ce que nous donnons aux parents n'est pas une dot. Si nous avons l'habitude de l'appeler comme ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce que nous donnons aux parents, ça rentre dans l'accord. Par exemple, maintenant, comme je vous ai dit, les Yoruba, Yale, Omale, ils vont citer plusieurs choses là. Ça là, c'est autre chose. Si toi, tu vois que ce qu'on me demande là, ça me dépasse, je ne peux pas là, tu laisses cette catégorie la femme. Et tu vas ailleurs. Et je pense que dans la liste de ce que, par exemple, les Yoruba font, je pense que c'est même à débattre. Tu peux dire, non, moi, je n'ai pas les moyens, je donne ceci. Ça, là, ça ne doit même pas créer un problème. Seulement que ce que nous faisons, qui est tellement contraire à la loi islamique, c'est la manière dont nous annonçons le mariage. Parce qu'après avoir réuni toutes ces 4 conditions, il faut annoncer le mariage. On l'annonce parce qu'il n'y a pas un mariage secret en islam. C'est que je me suis marié à telle fille, alors le monde quand même doit savoir que cette fille s'est déjà mariée à telle personne. Pourquoi? Pour éviter encore que quelqu'un d'autre va vers les parents et demande la main de la femme. Non, telle femme s'est déjà mariée. Après le témoin, il faut quand même l'annoncer. Et c'est cela que nous exagérons. Il faut prendre des bâches de haute qualité, il faut immoler des bœufs, il faut imprimer des cartes d'invitation, il faut appeler tel, c'est tout comme c'est devenu encore un autre commerce que nous ne commençons pas à effectuer. Et c'est ça qui n'est pas totalement bon au niveau de la loi islamique. Mais moi, j'insiste que si je veux me marier à une femme et que les parents de la femme ont dit voilà ce que tu dois nous donner avant que nous te donnons ma fille, alors c'est devenu une obligation pour toi de donner. Si vraiment que tu aimes la femme là, si que tu veux la femme. Si à moins que ce qu'on t'a demandé est contre ce que l'islam nous a dit de faire. On me demande des champagnes qui sont alcooliques, des boissons que l'islam a interdites, alors je ne peux pas donner et je laisse catégoriquement la femme si cela doit être nécessairement de cette manière. Mais au cas où ce qu'on me demande, c'est une chose illicite et que c'est la condition pour eux de me donner ma femme, alors je dois le faire si j'ai besoin de cette femme. Et ça, c'est autre côté. Mais ça, là, ça n'a aucune relation avec la dot que l'islam nous a demandé de donner à Sadaki. Ça, là, c'est la femme qui fixe ça. Je veux 10 000 francs, je veux 100 000 francs, je veux 50 000, même s'il dit c'est 1 million. Et que c'est à débattre là, c'est entre elle et son mari. Ils doivent s'entendre d'abord avant que cela ne vienne au public. Voilà 20 000, je vais te donner comme Sadaki, tu l'acceptes pour moi. Bon, ça peut être non. Si elle dit non, alors elle demande une chose, le mari doit nécessairement augmenter pour donner ce que la femme veut en ce moment. Qu'Allah nous en guide sur le droit chemin. La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a vibré au rythme du chant choral, du chant de la chorale le dimanche 27 avril 2025 à l'occasion de la 4e édition du festival Hosanna, une partie de louange en l'honneur du Créateur. En communion avec le public, la chorale Paix Divine, accompagnée de ses homologues du Bénin et homologues et Harmonious chorale du Ghana, ont égayé Cotonou. Le point avec Carles Kitome. Une demi-douzaine de chorales du Bénin et du Ghana ont émerveillé le Palais des Congrès de Cotonou le dimanche 27 avril 2025 à la gloire de l'Éternel. Alors nous dédicassons tout ce que nous allons exécuter ce soir à l'Éternel pour la vie
de PDS pour son témoignage, pour tout ce qu'il a été pour cette chorale. Le Seigneur sera quand même fortifié chacun de nous. C'est vrai, nous avons perdu quelqu'un de très fort. Nous aussi, nous restons très forts pour la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi le premier chant que nous allons exécuter, c'est pour nous donner la force. Une initiative qui séduit des donateurs d'origines diverses. Vous avez permis d'animer quand même tout ceci. Merci à tous les pasteurs qui ont eu l'initiative et qui l'ont accompagné par leur prière, par la parole de Dieu. Merci aussi à toutes ces personnes qui nous ont égayés ce soir dans la foi de Dieu, qui nous ont permis de retrouver une partie de notre enfance. Et je vais répondre à votre question. Moi, je suis né dans l'onction de l'église méthodiste. Wow. Mon père... Ah, ça, c'est une info que le grand public n'avait pas. Et il faut venir au festival Hosanna pour le savoir. Ce à quoi j'ai participé aujourd'hui, comme je le dis, me renvoie vraiment à mon enfance, à l'église de Béto, où on allait avec feu mon père au lointoire. Ça va vraiment, j'ai passé une très très bonne soirée en compagnie de tous ceci. Cette célébration lourde de sens est de nature à rester longtemps dans les mémoires. Actualité hors de nos frontières, à présent, le roi du Maroc, Mohamed VI, a reçu le 28 avril les 3 ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. Abdoulaye Diop pour le Mali, Bakary Yaw Sangaré pour le Niger, Karamoko, Jean-Marie Traoré pour le Burkina ont eu les honneurs du Palais Royal de Rabat. Aucune annonce à l'issue de cette rencontre, au cours de laquelle, selon le communiqué officiel marocain, les ministres de l'AES ont réaffirmé leur adhésion au projet marocain de créer un accès à l'Atlantique pour les 3 pays enclavés. C'est bien sûr un message fort à l'Algérie, estime un chercheur suivant de près les évolutions géopolitiques au Maghreb et au Sahel et qui souligne d'ailleurs la forte valeur symbolique d'une réception des 3 ministres par le roi en personne. Le Maroc cherche en cela, selon cette source, à peser davantage au Sahel. Autre information de nos frontières, 4 ans de prison intégralement avec sursis, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité ont été requis ce mardi contre l'ancien Premier ministre François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Les réquisitions de l'avocat général écartent ainsi la partie ferme d'un an qui avait été annoncé contre M. Fillon le 9 mai 2022 par la Cour d'appel de Paris. La culpabilité de l'ancien candidat à la présidentielle de 2017 est déjà définitivement acquise, la Cour de cassation ayant uniquement ordonné à la Cour d'appel de se prononcer de nouveau sur la peine prononcée contre lui. La Cour suprême de Cuba a annoncé ce mardi 29 avril la révocation d'une mesure de liberté conditionnelle accordée en janvier à 2 dissidents, dont l'opposant historique José Daniel Ferrer, fondateur de l'Union patriote de Cuba. La justice a révoqué la liberté conditionnelle de 2 condamnés appartenant au groupe de 553 qui n'ont pas respecté ce qui est établi par la loi pendant la période probatoire à laquelle ils étaient soumis, a annoncé la Cour suprême dans un communiqué en mentionnant le cas de José Daniel Ferrer. On termine cette édition par les informations sportives. À l'issue des éliminatoires au Mondial U17 Maroc 2025, les Amazones du Bénin ont perdu face à l'équipe zambienne. Au terme de leur prouesse le président de la République, Patrice Talon, les a reçus hier lundi au Palais de la Marina à Cotonou. Suivez le récit de Tchesugo Benou à ce propos. Coach, est-ce que vous avez prévu pour les filles, par exemple, un camp de vacances? Non. Alors, il faut programmer ça. Au Palais de la Marina, ce lundi 28 avril 2025, les Amazones U17 du Bénin ont été reçus en audience
par le président de la République, Patrice Talon. Une reconnaissance officielle après un parcours remarquable dans les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Bravo aux filles de Ida Azonsou, bravo à tout l'encadrement technique, bravo à tous les officiels, à toutes les personnes qui ont contribué. Après avoir franchi avec brio le deuxième tour face à la République démocratique du Congo, les jeunes béninoises ont été battues par la Zambie. Malgré leur défaite face à la Zambie lors du match retour à Lomé, les Amazones ont conquis les cœurs par leur combativité et leur talent. Elles ont fait ces filles, elles ont commencé cette aventure depuis Pram au Ghana. Le président Patrice Talon a salué leur performance et les a encouragés à persévérer. Une promesse d'avenir pour le football féminin béninois. Ça donne de la fierté, de l'émotion. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois jouer. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'ai eu les larmes aux yeux. Vous n'avez pas ramené, mais que vous avez obtenu dans nos cœurs. Vous savez, la vie en toute chose requiert du travail, du sérieux et de la continuité dans le travail et le sérieux. Et parfois, dans notre vie, les échecs sont utiles. Parce que quand on gagne aussi trop facilement, on n'est pas préparé à affronter la vie sur le long terme. Ceux qui ont toujours eu tout facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes, les plus honorables. La reconnaissance de la sélectionneur et des joueuses. Au nom de vous tous, je voudrais dire merci au président de la République qui, malgré notre élimination au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde U17 féminine, a voulu nous recevoir. Ceci est le signe de l'amour d'un père pour ses enfants malgré les échecs que ces dernières rencontrent dans leur vie. Je voudrais, au nom de mes camarades de l'équipe nationale U17 ici présente, vous dire merci pour tout ce que vous avez fait chaque jour pour le développement de cette discipline sportive que nous aimons si tant. Les Amazones repartent avec félicitations de la nation et la fierté d'avoir écrit une nouvelle page de l'histoire du sport béninois. Elles ne seront pas à ce rendez-vous mondial du football, mais leur parcours inspire et rend fier la République. Plusieurs victoires enchaînées, plusieurs prouesses réalisées. La saison 2024-2025, il faut le dire, a été plus que honorable pour l'équipe féminine U17 du Bénin. Suivez dans cet élément réalisé par Omarique Djessougou-Gbenou le parcours de l'équipe nationale U17 des Amazones. Soutiennent ces enfants. Il faut que le public soit indulgent parce que ça reste encore des jeunes joueuses. Même si on a l'impression qu'il y a une... Les Amazones U17 du Bénin ont connu une saison 2024-2025 marquée par des performances impressionnantes, conclue par une audience au Palais de la Marina ce lundi 28 avril 2025. Initialement opposées au Congo pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 Maroc 2025. Elles ont été qualifiées d'office en janvier 2025, suite au retrait de leur adversaire. Au deuxième tour en mars dernier, elles ont battu la République démocratique du Congo 2-0 à Lomé, peu à Kinshasa 3-0. Avec des buts de Deogracias Ebi, Romaine Gandonou et Labile Etchou, se qualifiant pour la première fois au dernier tour. L'arbitre n'a pas sifflé. Et troisième but. Face à la Zambie au dernier tour, elles ont joué le match aller le 19 avril en Zambie et perdu au retour le 27 avril à Lomé. Malgré l'élimination, leurs performances ont valu aux Amazones une audience présidentielle
Ce lundi 28 avril 2025. Vous avez donné de la fierté, de l'émotion. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois jouer. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'ai eu les larmes aux yeux. Vous n'avez pas ramené, mais que vous avez obtenu dans nos cœurs. Vous savez, la vie en toute chose requiert du travail, du sérieux et de la continuité dans le travail et le sérieux. Et parfois, dans notre vie, les échecs sont utiles. Parce que quand on gagne aussi trop facilement, on n'est pas préparé à affronter la vie sur le long terme. Ceux qui ont toujours eu tout facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes, les plus honorables. Ce parcours souligne la progression du football féminin béninois et le potentiel de ces jeunes talents à l'international. Mesdames, Messieurs, sur cette information, prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de semaine.